dispute, c'est un peu comme une guerre. On se souvient souvent, au moins vaguement, de comment ça a commencé. Du casus belli, comme disaient les Romains avant de se mettre à l'italien. On sait aussi comment ça a fini, qui l'a emporté, quels mots durs ont continué de résonner dans l'air et dans les têtes. Mais on est souvent incapable de décrire ce qui s'est passé entre. Comment une sombre histoire de retard a fini en dispute biblique. Pourtant, et c'est ce que j'essaierai de défendre ici, les disputes ne sont pas des bêtes uniques et sauvages, mais au contraire une espèce bien répertoriée qui a ses lois et ses régularités. Quels ingrédients sont nécessaires à une bonne dispute déjà, pour commencer? Il faut être deux. On peut se disputer contre soi-même, évidemment, mais cela revient finalement à se considérer comme un autre. Vos deux individus, donc, il faut les mettre dans un état d'esprit assez particulier. Ils veulent se faire comprendre, mais n'y parviennent pas. Parce que deux types qui s'engueulent comme du poisson pourri, sans chercher à se transmettre autre chose qu'un crochet du droit, on peut pas dire qu'ils se disputent. Non, juste ils se battent. La dispute, c'est de la violence raffinée, cadrée, encadrée. C'est l'incompréhension qui refuse la fatalité de sa condition. Une dispute, donc, commence par deux personnes qui veulent vraiment se convaincre l'une l'autre, qui veulent mutuellement se persuader du bien fondé de leur point de vue, mais n'y parviennent pas. La première phase d'une dispute est donc celle de la controverse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour la mauvaise foi dans cette phase préparatoire, cela signifie simplement que chacun est persuadé de la valeur de son point de vue et veut y convertir l'autre. La durée de cette joute à fleur et moucheté est très variable. Elle peut durer de quelques minutes, par exemple entre deux fans de football, à toute une vie. Certaines relations sont ainsi marquées par la permanence d'un conflit de basse intensité. Elles sont construites à la croisée d'un désaccord fondamental et d'une volonté tout aussi forte de convaincre l'autre. La dispute n'éclate jamais, elle ne cesse pas non plus, elle couve simplement, auto-entretenue, démonstration éclatante de la possibilité d'un mouvement perpétuel. A noter que lorsque la volonté de convaincre l'autre égalise parfaitement l'impossibilité de l'accord, le terrain est propice à de durables mariages. Ne dit-on pas qu'on ne désire vraiment que ce qui nous échappe? Enfin bref, passons ces digressions matrimoniales. Le second stade de la dispute est l'engueulade, à proprement parler. Là, vous avez toujours vos deux individus, mais leur état d'esprit a changé. Non seulement ils ne se comprennent pas, mais en plus ils ne veulent plus se faire comprendre. Durant la controverse, la frustration s'est patiemment accumulée, goutte à goutte, chez les différents participants. L'engueulade se déclenche quand le vase déborde, quand la palette de mesquinerie ne permet plus d'évacuer ce trop-plein de frustration, quand ne suffise plus le colportage de ragots dans le dos de votre adversaire, ou le traditionnel appel téléphonique anonyme à 4h du mat, respiration sifflante et voix déformée incluse. L'engueulade est donc un moment avant tout cathartique, durant lequel on crie, la plupart du temps, et qui vise plus souvent à se soulager soi-même qu'à véritablement faire du mal à l'autre. Personne ne s'écoute, tout le monde parle trop fort, l'engueulade a ceci de particulier qu'aucune information n'est vraiment échangée, qu'on ne se dit rien et qu'elle laisse souvent le souvenir d'un moment bruyant mais indistinct. L'ultime phase de la dispute est celle de l'essoufflement. Il intervient normalement immédiatement après l'engueulade, lorsque des limites physiques, telles que la fatigue des cordes vocales, empêchent de continuer à vociférer. Les protagonistes sont alors dans un état paradoxal. Ils ne souhaitent pas particulièrement se faire comprendre, mais ils parviennent tout de même. C'est durant cette phase qu'est dit tout haut ce qu'on pensait tout bas, que sont prononcées les paroles qu'on ne parvient véritablement à dire que sous le coup de la colère et de l'épuisement. Ce sont souvent des mots enfouis, enchaînés par les conventions sociales. Ce sont des mots que l'on gardait prisonniers, qu'on ignorait même parfois avoir en stock, et qui soudain se bousculent dans nos bouches. C'est un moment où on se révèle à l'autre, parfois pour le meilleur, en crevant un abcès, parfois pour le pire, en clamant ce qui aurait dû rester tu. L'essoufflement est un moment de lucidité, de temps suspendu, où l'on est à la fois capable d'articuler ce que l'on n'aurait jamais osé dire sinon, et d'entendre ce qu'on n'aurait pas écouté auparavant. Faut-il retenir de cette tentative de mécanique de la dispute que tout conflit est à proscrire, puisqu'il mène à se dire des choses qu'on ne voulait pas se dire? Non, vraiment pas. Au contraire, j'aimerais ici souligner les vertus potentielles de la dispute. Parce qu'elle permet de dire ce qui serait sinon resté tu, la dispute débouche parfois sur un des biens les plus précieux en société, la conversation. En effet, la conversation, c'est ce moment de grâce où les protagonistes veulent se faire comprendre et y parviennent. Et elle est rendue possible justement parce que les incompréhensions fondamentales qui avaient nourri la controverse ont été dépassées. La dispute a ceci de fascinant qu'elle est un animal qui se digère lui-même, qu'elle se nourrit des divergences pour produire de l'accord. C'est un être altruiste qui accepte de se sacrifier au nom d'un stade supérieur de compréhension. Ne nous mentons pas non plus, toutes les disputes ne s'ouvrent pas sur de formidables moments de compréhension. L'essoufflement conduit parfois simplement à se dire des horreurs dont une relation ne se remettra jamais. Il faut donc considérer la dispute pour ce qu'elle est, un outil utile mais à manier avec précaution. Il faut savoir y recourir quand le reste a échoué, il faut l'affronter quand elle est inévitable, mais rester prudent et éviter le dérapage lors de l'essoufflement. Ou comme je le dirais, si j'étais un Romain d'il y a longtemps avec un mauvais accent, si vis pacem, parabellum.